En 2016, Melissa Ann Shepard, cette vieille dame de 80 ans, est arrêtée par les autorités pour avoir surfé sur Internet dans une bibliothèque. La scène peut prêter à confusion ou même faire sourire quand on ne connaît pas la saga meurtrière de cette femme, à la fois croqueuse de diamants et veuve noire qui a sévi presque en toute impunité depuis les années 1990. Il aura fallu un compagnon et 4 maris plus tard avant que les autorités ne la mettent hors d'état de nuire. Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons découvrir ensemble l'incroyable passé criminel de cette vieille dame en apparence inoffensive. Et croyez-moi, vous n'aimeriez pas croiser son chemin. De son nom de jeune fille Russell, Melissa Ann naît en 1935 au Canada, dans une ville qui porte le nom étrange de Burnt Church, qui traduit littéralement signifie « église brûlée ». Son enfance se déroule de façon normale, sans incident à signaler, sans accroc, sans drame particulier. Quand elle atteint l'âge de 18 ans, elle quitte la province du New Brunswick pour s'installer chez sa tante en Ontario, où elle poursuit à distance ses études au Stanford College. Et là, accrochez-vous car durant sa vie d'adulte, si certains collectionnent les timbres, elle collectionne plutôt les maris. En 1955, elle épouse Russell Shepard. Le couple s'installe à Toronto et vit au début une existence tout à fait paisible. Ensemble, ils ont 2 enfants, tout se passe pour le mieux. Mais la situation finit par basculer au moment où le couple se retrouve confronté à l'épreuve de la maladie. Russell est de plus en plus mal, il consulte des spécialistes et reçoit un terrible diagnostic, celui de lymphome hodgkinien, une forme de cancer du sang qui se soigne plutôt bien. Mais n'oublions pas, nous sommes au Canada et non en France, le système de santé n'est pas le même, les soins coûtent très cher, il n'y a pas de sécurité sociale à proprement parler, et tomber gravement malade, c'est aussi synonyme de grandes difficultés financières. Fatalement, le couple se retrouve dans des galères d'argent et c'est là que Melissa bascule tout doucement vers ce qu'on peut qualifier de petite délinquance. Elle met en place un système de fraude avec des chèques sans provision et cela règle en fait ses soucis d'argent temporairement. Mais la combine ne marche pas bien longtemps et elle ne tarde pas à se faire attraper par les autorités et doit faire face à plusieurs chefs d'inculpation, fraude, utilisation de fausses identités et d'usurpation d'identité. À cause de ça, elle sera condamnée à 5 ans de prison ferme et Melissa est libérée en 1985. À sa sortie de prison, elle retrouve sa petite vie, sa petite famille. Décidée à mettre son passé de côté, elle devient agente immobilière. Mais le problème, c'est que la vie bien rangée de femme et de mère de famille, c'est trop monotone pour Melissa, qui elle en veut plus. Alors, elle se met en quête de faire des rencontres derrière le dos de son mari. Elle consulte les petites annonces où certains proposent des rencontres à l'aveugle. C'est dans ce contexte que la jeune femme rencontre Gordon Stewart, un jeune retraité de l'armée et veuf qui a tragiquement perdu sa femme des suites d'un cancer. Melissa, très éprise de Gordon, démarre alors une relation extra-conjugale avec ce dernier. Le nouveau couple souhaite se marier, mais la femme, étant déjà l'épouse de Russell, ça rend leur union impossible. Alors ils vont jusqu'à Las Vegas, la ville de tous les excès, la ville où tout est possible aussi, pour se marier officieusement en 1990. Avec le temps, Melissa n'en peut plus de jongler entre ces 2 vies, celle de Madame Shepard à la vie bien rangée et celle de l'amante de Gordon. Donc elle finit par divorcer de son mari officiel et lui laisser la garde de ses 2 enfants qu'elle préfère donc abandonner complètement pour vivre pleinement sa relation avec Gordon. De quoi avoir le prix de la meilleure mère de l'année.
Si au départ, comme le sont souvent les relations au début, Melissa et Gordon voient la vie en rose, peu à peu, leur belle vie à deux se dégrade. Gordon, lui, est un peu trop penché vers la bouteille, ce qui le rendrait violent par moments, tandis que Melissa replonge dans les relations extra-conjugales et dans son amour inconditionnel pour l'argent. Et à votre avis, qui va-t-elle dépouiller? Eh bien, Gordon, tout simplement. L'homme économise de l'argent grâce à sa pension de retraite de l'armée. Il arrive à mettre de côté environ 50 000 $. Mais depuis qu'il vit avec Melissa, des sommes ont tendance à disparaître de temps en temps de son compte bancaire. Alcool, violence, tromperie et argent, vous avez maintenant l'habitude, à force de voir des vidéos true crime, c'est le cocktail explosif pour une relation toxique qui dégénère et cette affaire ne déroge pas à la règle. Les simples disputes au départ finissent maintenant en bagarre et Gordon aurait tenté une fois de tuer sa femme en lui tirant dessus, mais elle aurait par chance échappé à cette tentative de meurtre après que l'arme se soit miraculeusement enrayée. Une autre fois, Gordon perd d'un coup connaissance chez lui et est pris de convulsions. Il est transféré en urgence à l'hôpital où les médecins détectent un empoisonnement par surdosage en lorazépam qui est un benzodiazépine, c'est-à-dire un médicament à l'effet relaxant qui est mortel à forte dose. Gordon se rétablit sans qu'on ne fasse toute la lumière sur les circonstances de cet empoisonnement. Vous vous en doutez, l'ambiance dans le couple devient de plus en plus électrique. Melissa sait que Gordon a au moins déjà tenté une fois de la tuer par le passé. Gordon, de son côté, suspecte sa femme d'avoir tenté de l'éliminer par empoisonnement. Et la violence continue toujours à régner en maître au sein du foyer. Et un jour, au cours d'une énième dispute, Gordon donne une gifle monumentale à sa femme qui porte plainte contre lui pour violence conjugale. L'affaire est prise au sérieux, le mari est incarcéré et pendant cette incarcération, Melissa rend souvent visite à Gordon en prison. À sa sortie de prison, le couple choisit de se laisser une dernière chance et de redonner un second souffle à leur relation. Et comme vous allez le voir, c'est une très mauvaise idée. Le 27 avril 1991, la police reçoit l'appel affolé d'une femme qui dit avoir tué son époux par accident. Vous l'avez deviné, cette femme n'est autre que Melissa. Voici sa version des faits. Ce jour-là, Gordon, 44 ans, boit plus que de raison. Il devient comme d'habitude violent sous l'action de l'alcool. Il menace son épouse avec un couteau, l'oblige à monter en voiture à bord de leur Chevrolet, puis l'oblige à conduire sur de longues et interminables routes des heures durant sans trop savoir où ils vont. Il abuse d'elle et à un moment, il lui demande d'arrêter le véhicule car il aurait une envie pressante. Il descend, marche un peu derrière la voiture pour uriner. Là, Melissa, complètement affolée, qui craint pour sa vie, se dit qu'elle tient là sa dernière chance pour s'enfuir. Elle remet le moteur en marche et appuie sur l'accélérateur. Mais il y a un problème. C'est que sous l'effet de la panique et de la précipitation, elle n'aurait pas remarqué que le levier de vitesse était en marche arrière. Et c'est comme ça qu'elle aurait accidentellement écrasé son mari, qui lui se situait un peu plus loin derrière la voiture. Le récit de Melissa semble plausible, mais ne concorde pas vraiment avec les éléments de preuve recueillis par les enquêteurs. Tout d'abord, le médecin qui examine Melissa dément que Gordon ait abusé de sa femme. Il est formel, Gordon n'a pas agressé sa femme. Ensuite, un témoin du supposé accident affirme que la femme a roulé 2 fois sur le corps de son mari, un peu comme si elle voulait être sûre qu'il n'y survivrait pas. Écraser quelqu'un par accident une fois, c'est possible, mais 2 fois de suite, c'est quand même suspect. Enfin, à peine le corps de son mari refroidi, Melissa s'est empressée de demander à toucher sa pension de retraite, un comportement loin de celui qu'on attendrait d'une veuve en deuil. En mai 1992, Melissa est déclarée coupable d'homicide involontaire. Elle prend une peine de 6 ans de prison au centre de détention pour femmes de Kingston, en Ontario, mais ne purgera que 2 ans pour bonne conduite.
À sa sortie de prison en 1994, elle se dévoue corps et âme à la défense des femmes battues. Elle sillonne le Canada tout entier pour sensibiliser la population à la cause des femmes victimes de violences. Elle devient une vraie porte-parole de cette noble cause. À la suite du meurtre de Gordon, sa femme a joué de son image de femme battue, allant jusqu'à créer en prison un groupe de soutien destiné aux femmes victimes de violences domestiques. Si Melissa est une vraie victime, on ne peut que soutenir cette merveilleuse initiative faite pour défendre une cause importante. Mais qu'en est-il si Melissa a menti depuis le début? Puisqu'en effet, la famille de Gordon le décrit comme un homme bon, incapable de lever la main sur quiconque, et ils vont même jusqu'à dire que c'était lui, la victime des accès de colère et de violence de Melissa. Alors, est-ce que Gordon cachait bien son jeu auprès de son entourage et était bien un mari violent? Ou alors est-ce que Melissa est une manipulatrice hors pair qui mériterait un Oscar? On ne le saura jamais. Melissa rencontre son futur troisième mari en Floride. Il s'agit d'un certain Robert Friedrich, 80 ans, ancien ingénieur à la retraite. Elle fait sa connaissance via un site de rencontres chrétien, puis le rencontre physiquement au cours d'une retraite chrétienne aux États-Unis. Melissa, en vraie chasseuse d'hommes, le repère tout de suite. Richard est un vieux monsieur qui a récemment perdu son épouse des suites d'un cancer. Oui, comme par hasard, il a un profil étrangement similaire à celui de Gordon. Bizarre. Si Melissa et Robert n'échangent que quelques banalités au cours de la retraite spirituelle, Melissa est tout de même décidée à ne pas en rester là. Elle prend les devants et envoie, peu après cette retraite, un courrier à Robert lui écrivant « Dieu veut que nous soyons mariés ». Et elle lui joint aussi une photo d'elle. Dans les années 2000, 2 mois à peine après leur premier rendez-vous, ces choses faites, Robert et Melissa se disent oui à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Et tout se passe pour le mieux. Le couple s'octroie une longue lune de miel et multiplie les voyages. Ces moments heureux prennent fin à peine 14 mois plus tard, en décembre 2002, puisque le nouveau marié décède. Robert était âgé et en mauvaise santé ces derniers mois. Alors, le médecin qui l'examine déclare mort de cause naturelle, plus précisément mort par crise cardiaque. Il faut savoir que dans cette relation, Robert, qui se voyait finir sa vie seul après le décès de sa première épouse, était tout de suite emballé à l'idée d'épouser Melissa. Il avait retrouvé sa joie de vivre. Les 3 enfants du vieil homme étaient tous heureux pour lui. Mais il suspectait Melissa de vouloir profiter de l'argent de leur père qui est financièrement aisé. Leurs craintes n'ont pas tardé à se confirmer lorsque leur père est décédé à peine quelques mois après le mariage. Et quand Melissa n'a pas perdu une seule seconde pour réclamer son héritage de 100 000 $. Effectivement, en quelques mois, elle avait réussi à convaincre son nouveau mari de déshériter complètement ses enfants et de lui léguer toute sa fortune. Les enfants de Robert sont suspicieux aussi parce qu'ils ont remarqué qu'étrangement, la santé de fer de leur père avait commencé à décliner petit à petit justement depuis son mariage avec Melissa. Il était confus, tenait parfois des propos incohérents, et puis ensuite il a commencé à avoir des pertes de connaissances et à éprouver de plus en plus de difficultés à marcher et à parler. Plus étrange encore, quand les enfants de Robert lui rendaient visite, bizarrement son état s'améliorait nettement. Et dès que les enfants s'en allaient, le vieil homme se retrouvait seul avec son épouse et son état s'aggravait de nouveau, ce qui est extrêmement suspect. La famille Friedrich suspecte donc Melissa d'empoisonnement à l'encontre de Robert, mais là encore c'est impossible à vérifier puisque Melissa a fait incinérer le corps du défunt avant qu'une analyse toxicologique ne soit demandée. Les enfants Friedrich portent plainte contre elle, une enquête est ouverte mais par manque de preuves, aucune charge n'est retenue contre la veuve. Les enfants arrivent juste à récupérer la somme de 15 000 $ de l'héritage de leur père et l'affaire s'arrête là. À la même période, l'étau se resserre autour de Melissa pour une affaire de fraude. Elle aurait utilisé plusieurs numéros de sécurité sociale pour toucher de l'argent d'assurance vieillesse qui ne lui appartiennent pas. Et une enquête est ouverte à ce sujet.
On est rendu en 2004, à l'ère du numérique où de nouvelles opportunités s'ouvrent à Mélissa. Elle commence à fréquenter assidûment les sites de rencontres en ligne qui sont son nouveau terrain de chasse. Elle discute avec plusieurs hommes avant de jeter son dévolu sur un Américain du nom d'Alex Strategos. Elle se dépêche d'aller le voir en Floride. En même temps, ça lui permet d'échapper aux poursuites contre elle au Canada pour fraude. Elle s'installe chez Alex et rebelote. Le pauvre homme commence à avoir des pertes de connaissances et enchaîne les séjours à l'hôpital. Un jour, elle fait transférer Alex en maison de retraite. Et là, c'est la décision de trop. Dean, le fils d'Alex, est intrigué par cette nouvelle arrivante dans la vie de son père qui se permet de prendre ce genre de décisions qui normalement ne se prennent pas à la légère. Alors, le fils d'Alex s'intéresse au compte de son père et découvre que Mélissa lui aurait subtilisé entre 18 et 20 000 dollars selon les sources. Comme d'autres avant lui, il découvre aussi qu'étrangement, le début des problèmes de santé de son père coïncide exactement avec l'arrivée de Mélissa dans sa vie. Il reprend le dossier médical de son père, l'épluche page par page et remarque dans les bilans sanguins de son paternel la présence de l'orazépam. Or, il sait pertinemment que son père ne prend aucun traitement de ce genre. Le scénario se répète, il porte plainte contre Mélissa, mais sans preuve concrète, les accusations d'empoisonnement sont abandonnées. Cette fois, elle n'échappe pas par contre aux accusations de fraude et fait un retour à la case prison pour une durée de 5 ans. Elle est libérée en 2009 et retourne au Canada. Vous devez supposer que cette fois, Mélissa a enfin compris la leçon, qu'elle mène enfin une vie bien rangée, d'autant plus que maintenant son visage commence à être connu des services de police, à faire l'objet aussi de reportages, la qualifiant de veuve noire. Eh bien, absolument pas. Ni son passé, ni sa mauvaise réputation ne vont la stopper dans son élan. Elle se trouve une autre personne à plumer, et quoi de mieux qu'un énième nouveau mari. Cette fois, il ne va pas bien loin pour le dénicher puisqu'il s'agit de son voisin, Fred Weeks, âgé de 71 ans. Maintenant, vous connaissez son style de proie par cœur. Fred n'a plus sa femme, il souffre d'une solitude pesante, alors les deux se rapprochent et ne tardent pas à se marier 1 mois après le début de leur relation. Fred a un meilleur ami du nom de George Mégenet. Et un beau jour, cet ami reçoit l'appel d'une connaissance l'informant d'un reportage qu'elle a vu à la télévision parlant du passé criminel de Mélissa. Très inquiet pour Fred, George essaie de le prévenir que sa nouvelle épouse est potentiellement dangereuse. Mais ce dernier est parti en lune de miel en voiture, prévoit de prendre le ferry et est donc injoignable. Il se trouve que George a tout à fait raison de s'inquiéter, il ne le sait pas, mais au même moment, Fred commence à se sentir mal en point. Il n'est même plus capable de marcher, doit se déplacer en fauteuil roulant jusqu'à l'hôtel. Mélissa explique au personnel de l'hôtel que son mari se sent mal après la traversée en ferry et que dans quelques jours il ira beaucoup mieux. Mais le lendemain, il est hospitalisé après avoir été retrouvé inconscient dans sa chambre d'hôtel. Et pour la petite histoire, Mélissa demandera au réceptionniste de l'hôtel d'attendre qu'elle ait terminé d'abord son petit déjeuner avant d'appeler les secours pour qu'elle ne soit pas interrompue. Oui, le petit déjeuner, c'est sacré. Des analyses toxicologiques sont faites et le verdict est sans appel. Fred a été empoisonné, on va le dire tous en chœur, au lorazépam. Cette fois-ci, connaissant le passé de Mélissa, la police prend l'affaire au sérieux, les enquêteurs perquisitionnent le domicile du couple et découvrent plus d'une centaine de comprimés de lorazépam. La victime survit heureusement, Alex est soigné et tiré d'affaire. On le verra d'ailleurs témoigner dans plusieurs émissions de cette mésaventure et de cette rencontre qu'il aimerait ne jamais avoir fait. Mélissa, quant à elle, ne peut plus nier être à l'origine d'une tentative de meurtre par empoisonnement. Même si elle n'est pas reconnue coupable de l'empoisonnement en lui-même, elle est coupable d'avoir administré une substance toxique et elle écope d'une peine de 3 ans et demi de prison. À sa sortie de prison, Mélissa est jugée par les spécialistes comme étant une personne à haut risque de récidive. Elle est jugée tellement dangereuse que les autorités émettent même un avertissement diffusé dans les médias
pour la population dans un communiqué indiquant qu'elle est hautement dangereuse. Moi je trouve ça étonnant parce que d'un côté on dit que Mélissa a un risque de récidiver et d'un autre côté les autorités la libèrent et disent à la population « Ah, débrouillez-vous, faites attention ». Mais justement, est-ce que ce n'est pas le rôle de la justice de la neutraliser et de la mettre hors d'état de nuire que de dire à la population « Vous êtes prévenus, alors soyez prudents et puis on va la relâcher quand même ». Malgré tout, Mélissa est libérée mais sous des conditions strictes. Elle doit impérativement informer les autorités si elle change d'apparence pour être de nouveau prise en photo par la police et elle doit les prévenir si jamais elle se met en couple pour qu'ils puissent prévenir son compagnon de ses antécédents. Comme ça, s'il meurt, au moins il a été prévenu. Elle n'a pas le droit d'avoir accès à Internet, de côtoyer ses anciennes victimes ainsi que leur entourage, et de plus, elle a une interdiction d'accéder à une certaine catégorie de médicaments. Elle est aussi soumise à un couvre-feu et doit se présenter une fois par semaine au commissariat. Néanmoins, en avril de la même année, elle est aperçue en train de surfer sur Internet sur l'ordinateur d'une bibliothèque, violant ainsi les conditions de sa libération. Elle devait comparaître devant le juge en 2017, mais les charges contre elle ont finalement été abandonnées. Celle qui est surnommée depuis la veuve noire d'Internet n'a plus refait parler d'elle, mais elle vit toujours quelque part au Canada, en Nouvelle-Écosse, où elle profite de la vie en toute liberté. C'est ainsi que s'achève l'affaire Melissa Shepard, l'histoire d'une femme prête à tuer et à voler pour s'enrichir sur le dos des pauvres hommes qui l'ont naïvement aimée et épousée. Tout au long de l'histoire criminelle moderne, il y a eu d'autres tueuses de type veuve noire, comme Judias Buenoano aux États-Unis, ou encore Patricia Dragorn en France, plus connue comme étant la veuve noire de la Côte d'Azur. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi traiter cette affaire sur la chaîne. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour, j'espère que vous avez apprécié de l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi si vous trouvez que Melissa Shepard a suffisamment payé pour ses crimes avec ses divers allers-retours en prison. Personnellement, je trouve que cette affaire montre un peu un échec de la justice, parce que avec toutes les horreurs qu'elle a commises, je trouve qu'elle s'en sort à bon compte. Parce que si on fait le calcul, elle a passé au total 15 ans et demi de sa vie derrière les barreaux pour de multiples fraudes, des escroqueries, des vols, un meurtre avéré, un meurtre présumé, 2 tentatives de meurtre présumé. Franchement, je trouve que ce n'est pas cher payé pour tout ce qu'elle a fait. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes, car la mort peut aussi se cacher sous les traits d'une charmante petite mamie. À bientôt.